Antoine Bioy, merci d'être avec nous pour cette année 2023-2024. On va Plaisir, Pascal. travailler, on va s'intéresser à des questions autour de la liberté, autour de l'éthique, du consentement, de la transe et de tout ce qui finalement est amené par des patients parfois dans leur début de consultation. Où ils me disent, comme une personne aujourd'hui, j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer pendant cette séance. Voilà, c'est dedans. C'est important, je pense, de pouvoir en parler avant. Et surtout avant d'aborder, dans certaines situations, des psychotraumas, où on va avoir des notions parfois d'intrusion, d'agression. On est proche du consentement, on est proche du non-consentement. Voilà, c'est de ça que je voulais qu'on parle. Tu aurais envie de commencer comment, Antoine, pour parler de ça? Je pense que, enfin, pour moi, en tout cas, quelque chose qui est essentiel, c'est de ne pas devenir dépendant d'une notion, en tout cas de ne pas suivre une notion sans l'interroger. Je veux dire par là que, par exemple, si on pose la question du trauma, je dois dire qu'actuellement, je suis assez irrité en fait par tout ce qui se passe autour du trauma parce que pour deux raisons. La première, c'est que d'une part, tout devient trauma et que en tant que psychologue, psychopathologiste, je suis parfois très étonné de ce que les personnes appellent le traumatisme et qui engage d'ailleurs une stratégie de prise en charge des patients qui, pour moi, n'est pas tout le temps évidente quand j'entends parler des patients ou bien les thérapeutes quand ils parlent de leur histoire clinique avec les patients, par exemple en supervision. Et donc, il y a cette notion-là de diagnostic qui parfois est oubliée pour aller directement vers la pratique de l'hypnose. Et puis, il y a aussi la notion également de la fonction du trauma qui est rarement posée. C'est-à-dire que j'entendais il y a quelques semaines une vieille interview de Kersozon euh, qui en fait disait que à son époque, finalement, lorsqu'il y avait des heurts dans la vie, des coups durs, et je sais qu'il en a connu, eh bien, c'était souvent ou d'abord perçu comme étant une occasion d'apprendre, une occasion de tomber, mais aussi de pouvoir se relever, et qu'il y avait quelque chose de très maturant dans cette notion-là. Et que je trouve effectivement que parfois avec la notion de psychotrauma, on oublie aussi que la notion de psychotrauma est aussi, et peut-être d'ailleurs avant tout, la recherche d'une forme d'adaptation pour l'individu et non pas quelque chose de l'ordre d'une pathologie première. C'est avant tout quelque chose qui est là pour venir forger l'individu, qui sans doute n'est pas allé jusqu'à son terme pour les vrais psychotraumas, enfin, c'est pas sans doute, ce n'est pas allé jusqu'à son terme concernant les psychotraumas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est d'abord de l'ordre de la construction et que cette notion-là qui est de savoir est-ce que j'y touche ou est-ce que j'y touche pas à ce trauma, c'est-à-dire est-ce que finalement la personne n'a pas su euh, par elle-même arriver à fonctionner, à équilibrer un certain nombre de choses. Et là aussi, pour moi, quelque chose d'important. Si je reprends l'exemple de Kersozon, personne n'ignore son alcoolisme, dont il parle d'ailleurs tout à fait ouvertement. Et donc, on pourrait se dire, effectivement, cette dimension comme ça, un peu bouleversante de son existence, il a pu le composer aussi par d'autres voies, et notamment l'alcool. Et je suis tenté de répondre, et alors c'est-à-dire que il y a quelque chose aussi qui est à voir au niveau de l'équilibre, précisément, de la construction de la trajectoire et de la liberté de chacun aussi de choisir la trajectoire qu'il souhaite, à certaines conditions, bien sûr. Il faudra les voir pour conséquence. Mais en tout cas, comme premier élément de réflexion, pour moi, c'est vrai que puisque tu abordes, en tout cas, tu donnes ce terme-là d'abord de psychotrauma, c'est en fait le fait de dire, méfions-nous aussi du terme. Et pour moi, la première question, c'est qui est en face, quels sont ses besoins et quelle est l'expérience qu'est en train de faire la personne qui est en face de moi, ou en tout cas, quelle est l'expérience dont la personne qui est en face de moi est en train de me parler. Comment je peux la comprendre, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je peux en faire à la suite de sa demande en particulier, sans aller bille en tête sur des tableaux cliniques qui font aussi parfois l'actualité, et il ne faut pas se leurrer aussi on va dire, l'avant-garde, la publicité d'un certain nombre de pratiques. Et on voit dans l'histoire de thérapeutique qui est la nôtre actuellement une succession comme ça de diagnostics qui amène un engouement particulier jusqu'à la vague suivante. Le psychotrauma est important, il est fondamental, c'est quelque chose qui est à considérer. Les tableaux de trauma complexes absolument enquistés chez les patients sont des tableaux qui sont potentiellement absolument dramatiques, mais tout n'est pas forcément de l'ordre du trauma à chaque fois qu'il y a une effraction de vie. Et tout psychotrauma ne demande pas forcément à ce que ce soit cette voie-là qui soit explorée. Et parfois, il y a à travailler ou à compenser d'autres choses. Et donc, il faut passer du temps avec son patient avant de pouvoir construire une démarche particulière.
Alors, ce que tu nous dis, Antoine, c'est très important parce que quand on travaille en addictologie, on reçoit des patients. La première chose, c'est construire une relation pour leur permettre de s'installer dans quelque chose où il n'est pas la honte, où la honte s'écarter, qui n'est pas que de la culpabilité. Et quand on aura construit quelque chose, on va peut-être toucher parfois des psychotraumas. Ce que je remarque avec les patients, dans les pratiques qu'on peut faire, que ce soit en hypnose, que ce soit en EMDR, c'est que la première notion qui protège beaucoup le patient, c'est le silence. C'est-à-dire que c'est le silence qu'on va lui proposer d'utiliser au départ. Est-ce que toi, tu vois dans ce silence une fonction de relation, une fonction thérapeutique ou une fonction de respect? À mon sens, les trois sont possibles. Le silence, j'allais dire presque d'abord, je le lance, c'est d'abord autoriser la place de l'autre. Enfin, si je fais silence, ça veut dire aussi que j'accepte l'idée, et parfois je l'appelle aussi de mes voeux, que quelque chose ou quelqu'un prenne de l'espace à l'intérieur du silence que je suis en train de constituer. Est-ce que le silence est thérapeutique? Honnêtement, je vais me fier aux autres en disant certainement, puisque d'autres me le disent. Dans ma façon à moi de vivre les choses, j'ai du mal à le considérer. Je vois le silence beaucoup plus comme étant une opportunité, comme étant une condition, comme étant la façon de peupler la relation qu'il y a avec quelque chose ou quelqu'un. Je dis quelque chose parce que c'est aussi faire silence par rapport à un émerveillement, par rapport à une découverte, par rapport à la nouveauté. J'ai du mal à considérer qu'en soi, ça soit thérapeutique. D'autres me le disent, donc je les crois tout à fait volontiers, mais ça demanderait probablement à ce que je rentre un peu plus profondément dans cette notion-là. Et est-ce que le silence peut aussi être une façon de pouvoir envisager pour un individu une manière différente de pouvoir être, de pouvoir fonctionner? Certainement, en tout cas, je vais reprendre mon terme de tout à l'heure, c'est un UN possible. Il y a probablement quelque chose de l'ordre encore une fois, de la manière de peupler son environnement où on laisse la possibilité à ce que quelque chose se passe pour soi, avec d'autres. Et sans doute que l'intérêt, il va être là. D'accord. Donc, dans notre cycle de l'année, on va commencer par parler de la confusion. Premier séminaire, euh, un outil, un outil hypnotique qui nous permet d'abaisser certaines défenses, qui nous permet peut-être de faciliter le contact. Une confusion qui doit être évidemment mesurée, qui doit être connue, qui n'est pas le déclenchement de perturbations biologiques, ça on l'expliquera dans le séminaire. Est-ce que tu fais un lien, toi, dans cette confusion et parfois aussi dans ce que le patient attend, justement, de la consultation? Et il y a déjà pour moi un lien entre la confusion et le silence. Il y a une sorte de... tu connais mon goût pour les trans et le fait de dire en fait l'hypnose est une des formes de trans possibles. Et notamment, il y a une distinction entre la transe hypnotique et puis d'autres trans comme la transe de possession qui peut exister dans d'autres circonstances ou dans d'autres cultures, qui est qu'en fait, dans la transe de possession, quelque chose vient prendre possession du sujet. C'est-à-dire le monde de la personne, bah, tout d'un coup, il va y avoir l'irruption dans ce monde-là de quelque chose, d'une entité qui va venir peupler ce qu'est la personne. Et non seulement ça va venir peupler ce monde-là, mais ça veut dire aussi que la personne va être virée de ce monde-là. C'est-à-dire, pendant un temps, lorsqu'elle est possédée, autre chose vient prendre sa place et la personne n'existe plus. Dans l'hypnose, dans la transe hypnotique, en fait, le mouvement est inverse. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'absenter, il s'agit au contraire d'être présent à soi, d'être présent à son environnement, mais effectivement d'être présent avec quelque chose de l'ordre du silence, c'est-à-dire la possibilité que quelque chose de différent puisse se passer dans ma façon d'être présent à ce moment-là. Autrement dit, lorsque l'on est dans une transe hypnotique, il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la convocation d'une autre entité, d'une autre notion, et puis tout d'un coup le sujet qui s'efface, et puis quelque chose apparaît. Il y a au contraire le fait de répudier un certain nombre de choses pour qu'il y ait une forme de nouveauté ou de naïveté, ce silence si particulier qui va se créer pour que quelque chose se passe. Et pour moi, la confusion permet cela. C'est-à-dire, la confusion est un coup de balai que l'on va organiser avec le patient qui va venir nettoyer la pièce de tout ce qui est superflu pour laisser un espace être là à l'intérieur duquel les choses vont venir se passer. Et donc pour moi, la confusion, elle est absolument essentielle comme étant ce coup de balai.
ce coup de balai qui autorise à ce que quelque chose se passe dans un espace de la rencontre avec l'autre. Donc la confusion, pour moi, elle est nécessaire. J'ai du mal à imaginer qu'il puisse y avoir du changement sans qu'il y ait, à un moment donné, ou à même des moments de la confusion. Il s'agit de bouleverser l'essence, il s'agit de pouvoir permettre à la personne précisément d'ouvrir les fenêtres et d'avoir un tourbillon de courant d'air qui se passe à l'intérieur pour qu'on puisse, ensuite, il puisse y avoir une reconstruction ou en tout cas le fait de repenser un certain aménagement à la situation et parfois à soi. D'accord. Finalement, là, dans ce qu'on est en train de dire, le silence et la confusion, ce sont des langages différents de ceux qu'on utilise habituellement, même si on utilise souvent la confusion. Et des langages qui vont être pour le patient probablement des outils, des nouveaux outils pour pouvoir éventuellement se définir un nouveau cadre de vie, pour aller chercher un autre cadre de vie dans leur pensée. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est en tout cas faire appel effectivement à des notions euh, que l'on n'a pas l'habitude de voir, ou en tout cas qu'on n'en a pas l'habitude de convoquer d'emblée. La confusion, il me semble, dans d'autres prises en charge psychothérapeutiques que l'hypnose, la confusion finit par apparaître. C'est la notion de déparler qu'avait amené Roustan en parlant de l'association libre de Freud, où il disait en fait, quand on lit Freud, on se trompe, on a l'impression que l'ambition de Freud, elle est de trouver du sens au travers de l'association libre, et Roustan disait en fait non, il proposait le déparler, c'est-à-dire il proposait que finalement cette association libre finisse par euh, quitter le champ de la logique pour que précisément la confusion advienne. Et donc, à quel moment est-ce qu'elle va advenir? Elle va intervenir à un temps certain, mais plus lointain, alors qu'en hypnose, on va la convoquer de suite. La notion également de silence, elle est présente, mais elle est présente généralement sous des formes, on va dire, philosophico-religieuses, c'est-à-dire la méditation, c'est-à-dire l'oraison, pardon, joli lapsus, l'oraison chez les catholiques, etc. C'est-à-dire, c'est plutôt dans le philosophico-religieux que finalement le silence va être comme une sorte d'apprentissage premier. Tais-toi d'abord, et puis on verra après. Je suis évidemment trop catégorique quand j'emmène ça comme ça. Or, en hypnose, on va l'amener, mais de façon différente, ce silence. C'est-à-dire, il va y avoir, d'une part, la convocation de la confusion, non pas pour un peu plus tard, mais pour tout de suite. Et ce tout de suite que l'on va organiser avec la confusion va permettre de pouvoir amener la notion de silence et de liberté qui va suivre, en tout cas de possible de liberté, d'emblée comme étant là maintenant. Et la question va devenir, est-ce que vous souhaitez, vous, patient, vous en saisir? De quelle façon et comment je puis vous y aider? Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que l'hypnose à réalité virtuelle m'intéresse autant, on est dans une forme de virtualité qui va s'organiser, c'est-à-dire on met son casque d'hypnose, on met un casque de réalité virtuelle, on crée un environnement et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et donc, on n'est pas dans un simple réaménagement des choses. On se bouscule dans un autre cadre, on se bouscule dans un ailleurs. Et lorsque l'on est dans cet ailleurs, eh bien, qu'est-ce que l'on va en faire à partir de la notion de silence, c'est-à-dire d'un espace que l'on crée, après avoir vécu un moment de confusion dans lequel on a mis un coup de balai dans tout ce qui pouvait empêcher finalement que cet ailleurs, cette virtualité réelle, puisse se vivre et se percevoir. Alors, ce que tu dis, moi, ça me fait penser à quelque chose qui est assez intéressant au travers de l'hypnose. Je pense à une patiente qui vient me voir longtemps afin, pour elle, de se libérer de freins dans ce qu'elle faisait et qui finalement ne fait rien de nouveau en apparence et qui en fait continue son parcours. Et je dis un jour à Jean-Marc Benayem, je lui dis, mais écoute, que penses-tu de ma position? C'est-à-dire, est-ce que moi, il est légitime que je continue à faire de l'hypnose au vu des choses qui manifestement ne changent pas? Et comme on s'est dit, de toute façon, il y avait une demande, sa demande était tout à fait éthique et légitime, et qu'est-ce qu'on attendait qui change? Moi, je ne sais pas ce qu'elle attendait comme changement. Et donc, ce qui est compliqué, c'est un petit peu comme une personne qui va apprendre à parler une langue étrangère, qui part dans ce pays et qui ne la parle pas, mais qui passe du temps dans ce pays. Est-ce que finalement, le fait d'avoir appris à le parler, à le comprendre, ne lui suffit pas pour mieux comprendre ce qu'elle vit? Est-ce que tu fais un parallèle un peu entre les deux? Hmm. Je vais m'autoriser de répondre sans te répondre, parce qu'en fait, euh, il y a des situations cliniques en fait qui sont vraiment très très interrogeantes pour moi, qui sont les situations de clinique dans lesquelles, avec l'expérience, le ressenti de la rencontre, etc., en fait, je ressens que ça ne va pas être possible. C'est-à-dire que la proposition
qui est la même, qui est une proposition d'hypnose avec une orientation humaniste, existentielle. Dans ce cadre-là, en tout cas, je sens que la personne n'y répondra pas ou qu'elle n'est pas présente à cette proposition-là. Et pour moi, c'est un vrai questionnement déontologique à cet endroit-là, qui est de dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, est-ce que finalement j'accorde suffisamment, peut-être trop, de croyance ou de sûreté dans mon approche pour considérer que, allez, je perds cet entretien, c'est-à-dire je fais une sorte de bidouillage, je donne quand même une première séance d'hypnose, mais engageant que la personne ne reviendra pas, donc je ne mets pas non plus trop en profondeur. Ou bien est-ce que d'emblée, je me mets dans la posture où je peux me tromper et où du coup, je continue. Et que cette liberté-là, à l'autre de pouvoir aussi me surprendre, eh bien, j'acquiesce ou en tout cas, j'admets qu'elle pourrait être là. Et cette question-là, elle se pose ensuite, effectivement, pour d'autres patients. Et là, je rejoins la situation clinique que tu étais en train d'évoquer, c'est-à-dire pour des patients pour lesquels il semble ne pas se passer grand-chose. J'ai deux exemples, en fait, quand je suis en train de te parler. Le premier, c'était récemment une patiente qui est venue me voir pour un problème de fertilité et pour lequel, lorsque on évoquait cette question de la fertilité et lorsque on a pris contact tous les deux et discuté un peu de la situation, il y avait à la fois le fait que je voyais vraiment enfin, je percevais de façon très très importante sa motivation, son désir, enfin tout ça était vraiment extrêmement tangible, mais il y avait aussi la perception qu'il y avait autre chose qui était en train de travailler contre elle derrière, de l'ordre de son histoire ou pas, je n'en sais rien, c'était le premier entretien, mais il y avait en tout cas la certitude chez moi que quelque chose était en train de travailler malgré elle, je vais dire les choses comme ça, et allait faire que l'hypnose allait être très compliquée pour travailler cette dimension-là. Et donc, c'est posé à moi la question de savoir, est-ce que finalement, entre guillemets, j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que finalement, je travaille sur la corporalité, sur le possible, sur l'histoire avec elle, etc. Ou est-ce que j'essaye de faire un pas en arrière auquel elle peut consentir ou pas, et ensuite de rentrer dans cette histoire? Et ça, c'est assez habituel pour moi, cette question-là. Le deuxième, c'est un patient, en fait, qui était venu me voir parce qu'il procrastinait. C'est un gros procrastinateur. Et donc, du coup, par définition, dans la procrastination, bah, ce sont des patients qui sont susceptibles d'être présents très 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 longtemps quand même dans la consultation et pour lesquels on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe puisque par définition, ils remettent toujours au lendemain les choses qu'on leur demande de faire le jour même, métaphoriquement bien entendu. Et donc du coup, c'est ce patient pour lesquels je l'ai vu malgré tout, je pense, plusieurs mois, je n'ai pas comptabilisé, mais avec cette question-là qui me taraudait. C'est-à-dire finalement, est-ce que ma proposition et cette notion de liberté, cette notion d'espace, la méthode confusionnelle qui était avancée, qui était présentée, était quelque chose qui semble adéquat ou pas, est-ce qu'il fallait continuer ou pas, parce qu'il y avait rien qui semblait se passer dans la vie de ce monsieur. Donc pour moi, ce sont des situations cliniques qui sont très résonantes par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'essaye, chaque fois que possible, en fait, de vraiment d'abord poser la question de est-ce que finalement ce que j'ai à proposer est pertinent ou pas, et est-ce qu'en particulier c'est pertinent pour la personne qui est en face ou pas. C'est-à-dire, est-ce que cette notion de liberté, est-ce que cette notion finalement consentir un certain nombre de choses, est-ce que l'approche par confusion, est-ce que l'utilisation de la méthode hypnotique telle que je l'entends, est-ce que la construction de l'espace tel que j'ai à le proposer est quelque chose qui est conforme ou pas. Roustan, qui était mon superviseur, ne s'embêtait pas avec tout ça. Hein. Mais finalement, il faisait la proposition, ça passait ou ça ne passait pas. Lui-même disait qu'il était loin d'avoir que des succès thérapeutiques, pour utiliser un euphémisme, mais il ne s'embêtait pas avec tout ça, et peut-être avait-il raison d'ailleurs. Peut-être que finalement, la liberté du thérapeute pourrait être dans le fait de ne pas s'embrouiller avec tout ça. C'est à voir, mais je suis encore jeune thérapeute, au moins dans l'esprit, si ce n'est dans les années, donc je n'arrive pas encore à me dépatouiller avec tout ça et à mettre ça de côté comme il le faisait, mais peut-être avait-il raison. Pour aller plus loin, dans la provocation, est-ce que nous avons besoin de comprendre ce que le patient vient chercher? Est-ce qu'on a besoin de comprendre ce que le patient attend? Et est-ce qu'on a besoin de comprendre ce que le patient vit? J'aurais tendance à considérer qu'il y a besoin de trouver un langage commun. Il y a besoin de rentrer dans l'illusion pour le patient qu'il est compris par nous. Il y a besoin de rentrer dans l'illusion que nous comprenons le patient. Il y a besoin de rentrer dans l'illusion que nous allons travailler tous les deux la même chose. Il y a besoin de l'illusion
que l'hypnose existe, il y a besoin de l'illusion de penser que l'hypnose va permettre de faire tout ce que l'on vient d'échanger jusqu'à présent. Et que c'est au prix de cette illusion-là, c'est-à-dire de cet imaginaire, de rentrer dans cette virtualité réelle dont je parlais tout à l'heure, que les choses peuvent se passer. Donc, pour moi, ce qui est absolument nécessaire, c'est le terrain commun et l'illusion première. Et je sais que nous avons notamment Joël Mignot en commun comme ami, et donc Joël ne serait pas fâché avec ce que je vais dire, c'est-à-dire c'est la rencontre amoureuse aussi. C'est le fait à un moment donné de s'autoriser à être dans l'illusion de l'autre et de s'illusionner aussi sur la place que l'on peut avoir pour l'autre. Ensuite, la distinction avec l'état amoureux, d'abord c'est la finalité, bien sûr, mais aussi qu'à un moment donné, dans l'état amoureux qui a fait couple, se pose la question de savoir qu'est-ce que je fais quand les illusions se perdent. Est-ce que je continue autrement le couple, je fais des concessions, on trouve avec la réalité suffisamment de manière de faire pour pouvoir avoir envie de continuer à deux, ou bien est-ce que la relation s'arrête là? En thérapie, bien sûr, ça va se poser autrement. Au moment où les illusions commencent à se perdre, doivent à ce moment-là apparaître la réalité qui est que le patient est au centre de son histoire et n'a pas besoin de moi, du moins dans cette relation particulière, pour pouvoir se prolonger. Et je suis assez d'accord avec l'ancien magnétiseur qui était le marquis de Puységur, qui répondant à une personne qui faisait également du magnétisme et à qui elle posait un certain nombre de questions sur la pratique. Et puis Ségur lui répondait, concernant la relation, en fait, il y a toujours quelque chose de l'ordre d'une forme de reconnaissance que le patient conserve envers son magnétiseur sur la fin. Je suis assez d'accord avec cette réponse, c'est-à-dire il y a probablement quelque chose de l'ordre d'une trace ou d'une empreinte de ce qu'on a été en tant que thérapeute dans cette illusion de la thérapie avec l'autre qui va continuer à accompagner le patient. C'est d'ailleurs sans doute aussi pourquoi Freud a toujours buté contre la question comment est-ce que s'arrête une psychanalyse, quelle est la fin de la psychanalyse, parce que peut-être que les choses ne s'arrêtent pas, simplement elles se transmutent. Et que lorsque l'illusion de la rencontre avec l'autre tombe et que le patient découvre la réalité, c'est-à-dire il est au centre de son propre univers et de sa propre histoire, peut-être maintenant un peu plus nanti ou armé pour pouvoir arriver à faire des choix en conscience ou en responsabilité, sans doute qu'il reste aussi quelque chose de l'ordre de l'empreinte, de la trace du thérapeute qui a fait partie de son histoire et qui, d'une certaine façon, continue à faire influence. C'est une rencontre différente de l'état amoureux, mais c'est une rencontre qui est belle également. Alors, ce que tu dis est vrai, et on le retrouve chez nos patients qui nous parlent d'un médecin généraliste qu'ils ont vu, quand ils nous parlent il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Les traces de réflexion sont là, les mots sont là, donc ça reste, et les patients se les approprient. Moi, j'aime beaucoup lorsqu'un patient me montre un exercice d'hypnose qu'on a pu faire ensemble, qui n'est plus du tout celui que j'ai fait. Donc, il y a bien une trace de quelque chose, puisqu'il en a fait quelque chose, mais moi, mon rôle à moi n'était pas de lui imposer, c'était de lui proposer qu'il s'approprie quelque chose. Donc, je pense qu'on est effectivement dans la vraie transmission. Euh, on se retrouvera au mois d'octobre pour une conférence sur la transe, l'éthique et la liberté. Et on se retrouvera sur une conférence au mois de décembre qui parlera du consentement, l'hypnose et face au consentement. Il y aura Joël Mignot. Tu travailles toi aussi dans le cadre d'un travail au niveau de l'UNESCO. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que vous y êtes tous les deux, je crois, dans cette chaire des droits humains. Alors, j'y suis effectivement grâce à la proposition que m'avait faite Joël il y a quelques années. Et c'est une chaire qui nous tient à cœur et dans laquelle Joël est particulièrement active en effet. C'est le fait de dire que on va dire le comportement sexuel, pour être un peu trop réducteur certainement, en fait, est quelque chose qui est chevillé au corps de l'histoire et de l'identité d'un individu. Les comportements sexuels ne sont pas que des comportements sexuels. La sexualité est une ouverture en fait à ce qu'est l'individu. C'est aussi quelque chose qui témoigne de la culture, de la façon dont une personne a grandi. Ça témoigne aussi de la façon dont la personne rentre en transe, parce que on considère maintenant, et de façon vraiment absolue depuis le début des années 80, que par exemple la question de l'orgasme est une transe. Et donc comment l'individu vit aussi la question de la transe et vit aussi cette sensorialité particulière qui est un lien à soi-même et qui est un lien aussi aux autres. Et puis au travers de cette question de la sexualité se jouent aussi des droits humains, puisque cette sexualité renvoie à l'identité de la personne, témoigne de son parcours, témoigne de sa culture, témoigne de ses ambitions, de sa trajectoire, de sa capacité, ou en tout cas de son rapport à son corps et à sa sensorialité, eh bien il y a des droits qui sont attenants, c'est-à-dire qu'il faut protéger
cette habileté particulière humaine qui se manifeste notamment dans cette question de la sexualité, mais qui irradie en fait dans l'ensemble de la vie d'une personne. Et au travers de cette chaire, santé sexuelle et droits humains, on est effectivement en train de discuter de ce qui paraît être une dimension de l'être humain, mais on défend en fait l'être humain au travers de cette habileté particulière. D'accord. Donc, dans cette conférence, ces deux conférences, on parlera de la liberté, de la transe, et on parlera du consentement. Je dirais d'ailleurs que la notion de consentement euh, est une notion aujourd'hui qui est présente dans de nombreux domaines. Elle est partie du consentement d'un époux ou d'une épouse au moment d'un mariage. Donc, elle est axée sur les traditions, sur la sexualité, sur ce qu'on attend, sur la culture, sur la religion. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Quand on parle de consentement, ça veut dire que vous allez me signer un consentement pour accepter ou pas d'être diffusé dans la séance d'hypnose. On est vraiment parti très loin. Et pourtant, ça fait bien référence à ce qu'on peut attendre de l'autre et aussi ce que la société attend de l'autre. Donc, dans l'hypnose en particulier, on voit bien régulièrement qu'il y a des affaires compliquées à gérer parce que l'individu a une demande, la société pense qu'on peut faire certaines choses, et nous, dans la thérapie, on sait qu'il y a des limites. Et quand touche-t-on aux limites? Je pense qu'on parlera effectivement de ces limites dans les conférences. Les juges sont les premiers à être embêtés avec cette notion de devoir conjugal, puisque comme tu le sais, tu y fais référence, la loi n'a pas évolué depuis des années, alors même que l'on met l'accent sur des rapports de couple qui peuvent être des relations d'emprise, pour dire les choses de façon un peu politiquement correcte. Mais ils sont très embêtés effectivement avec cette notion et comment interpréter la loi. Et il est bon, quand on est effectivement thérapeute, de pouvoir se poser la question du consentement, évidemment pas tout à fait dans les mêmes termes, mais de se la poser également. C'est-à-dire jusqu'à quel point j'ai réellement donné la liberté ou l'espace à l'autre de pouvoir consentir ou de pouvoir donner son consentement à ce que je suis en train de lui proposer, en fonction évidemment des raisons pour lesquelles il est venu me rencontrer. D'accord. Alors, on te verra pour un séminaire en présentiel et qui sera également donné en distanciel le 11 et le 12 novembre. Ça se passera à Annecy, dans le séminaire Jean 23. On surplombe le lac, ça devrait être sympa. Ça sera donc consacré à l'hypnose et la liberté ou la remise en mouvement de la pensée. Pour Ce sera avec terminer, grand plaisir. alors déjà, moi, merci à toi d'accepter de venir, Antoine, pour cette expérience-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la liberté de la pensée, justement? Est-ce que la pensée, c'est quelque chose qui est libre? Est-ce que c'est quelque chose qui est mobile? Est-ce que c'est nous qui devons accompagner nos pensées? Comment tu le vois? Je vois cette notion de liberté dans ce cadre-là comme étant finalement une façon euh, la plus correcte possible de vivre ces éléments de dépendance. C'est-à-dire que la pensée que l'on peut développer, la liberté que l'on peut se donner par rapport à un certain nombre de choses, est issue finalement de choix que d'abord d'autres ont fait pour nous, les parents, les instituteurs, les tuteurs, etc. Et puis ensuite, c'est la façon dont on a choisi nous-mêmes de prendre de la liberté par rapport à ces éléments que l'on a connus. Et finalement, dans ce cadre-là, je vois la liberté comme étant avant tout les aménagements que chacun s'est donné ou souhaite se donner à des zones de dépendance qui ont existé, qui ont permis aussi à l'individu de pouvoir se construire brique par brique. Autrement dit, la liberté, dans la façon en tout cas dont je la comprends, ou en tout cas la place qu'elle prend dans ma pratique, n'est pas un absolu, elle est finalement le fruit de plusieurs racines qui ne préjugent pas du type de fruit qui va être sur l'arbre. Et c'est ça qui va être intéressant. Bon, bah, ça devrait être un joli séminaire. Je rappelle que dans nos séminaires, qu'ils soient en webinaire, qu'ils soient en présentiel, que ce soit 2 jours en présentiel ou tout simplement en webinaire, il y a toujours des consultations avec des patients. Par définition, puisqu'il y a des patients en consultation, il n'y a pas de film et de replay, c'est tout à fait normal. Je fais signer une charte de respect de ça, c'est capital. Et les patients, maintenant, ça fait un moment que je le fais, tu y as participé, nous parlent de ces moments. Ce sont des moments très, très riches parce que, pour commencer, je les fais venir le matin quand ils acceptent pour participer un peu à un échange avec le groupe de thérapeutes et ils deviennent donc patients experts puisqu'ils vont pouvoir parler avec une autre position. Ils sont avec leur thérapeute. Ensuite, on rentre dans la consultation, qui est tout à fait formelle, avec un cadre. Et puis, dans cette consultation, il y a un stagiaire qui va pratiquer une approche par l'hypnose. Le groupe est là. Et le groupe, il fonctionne, à mon avis, comme une ouverture dans la confusion. Ça rend très confus les choses. Et donc, ça aide à rentrer plus vite dans la consultation. Et après, c'est finalement un fonctionnement de supervision en direct. Donc, ce sont des expériences que je trouve très, très riches, qui a participé, et je pense que c'est tout à fait étonnant.
On laisse de la place pour, bien sûr, des réflexions de théorie, faire des jeux de rôle. Est-ce que toi, tu vois quelque chose d'intéressant dans ça, justement? J'étais initialement un petit peu effrayé par ta proposition parce que j'avais eu anciennement quelques déboires avec ce qu'on appelait la présentation de patients autrefois. Et j'avais rapidement fui en fait ces lieux dans lesquels il y avait des présentations d'animaux de foire, je veux dire ça comme ça, non pas que les patients l'étaient, mais c'était la façon dont on montrait les patients. Et je dois dire que la façon dont tu l'approches, la proposition et finalement le statut que tu leur proposes, qui est celui de patient expert, donne finalement lieu à, j'allais dire, des discussions, un dialogue et une approche qui est vraiment, on l'espère, utile pour les deux, mais qui est utile en tout cas pour les thérapeutes, puisque les thérapeutes, comme tu le disais, j'ai également participé, se trouve aussi enseigné par la personne qui est en face. C'est-à-dire que c'est aussi un espace dans lequel le patient finalement bénéficie d'une séance d'hypnose, et d'une séance d'hypnose qui n'est pas tout à fait le cadre de la thérapie, dans lequel il se passe autre chose, et dans lequel la personne va pouvoir effectivement livrer une expérience un peu à distance de son histoire. Les enjeux ne sont pas les mêmes, et c'est vraiment quelque chose qui est très, très maturant pour les thérapeutes, et on espère pour les patients également, bien sûr, qui acceptent d'y participer. Antoine, tu pourras venir quand tu veux pendant toute cette année-là sur d'autres temps, sur d'autres séminaires. Voilà, et puis je vais communiquer régulièrement sur nos réseaux sociaux. Merci à toi. À Merci, bientôt. Pascal. À très bientôt. Une fin de journée. Au revoir.